Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce Disputandoum, débat consacré ce soir à la crise aux urgences. 6 mois après le début de la grève, l'enveloppe de 750 millions annoncée le 9 septembre dernier par la ministre Agnès Buzyn n'a pas calmé, semble-t-il, la colère des personnels de santé qui restent mobilisés partout en France pour réclamer plus de moyens. Aucune ouverture de lits ni de recrutement de personnel pour les agents hospitaliers. Ce plan ne répond pas aux exigences et aux besoins de la population. Un constat, en 20 ans, le nombre de passages aux urgences a doublé. Il était de 21 millions en 2017 et ce chiffre ne cesse d'augmenter d'année en année. Alors pourquoi l'Organisation française des urgences est-elle aujourd'hui à bout de souffle ? Comment en est-on arrivé là ? Et que faut-il faire pour répondre à ce malaise ? Nous détaillerons ensemble ces annonces de la ministre dont l'une des principales repose sur un nouveau service d'accès aux soins pour réguler et réorienter cette médecine d'urgence. Mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Samuel Pratt-Marty. Vous êtes directeur de l'offre de soins et de l'autonomie à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Nancy Tadre, vous êtes infirmière, service des urgences de Bordeaux à l'hôpital Saint-André. Jean-François Sibien, médecin urgentiste à Agen, vous êtes vice-président SAMU Urgences de France. Et enfin, Jean-François Avinet, vous êtes le directeur de l'hôpital de Pau. Alors, le système de soins français est en souffrance, c'est en tout cas ce qu'expriment les personnels. Pour y répondre, le gouvernement a mis en place un plan Santé 2022. Avant d'en parler avec mes invités, en voyant ce reportage tourné à l'hôpital de Poitiers, où justement la ministre s'était rendue juste avant de faire ses annonces, hôpital qui a d'ailleurs inspiré une partie de son plan. Reportage d'Antoine Morel. Et un bon point pour le CHU de Poitiers, qui fait figure de modèle dans le plan Santé 2022. Après la visite ministérielle du service informatisé de gestion des lits au centre hospitalier Poitevin à la rentrée, Agnès Buzyn veut généraliser ce système à l'ensemble des CHU de France. Trouver de la place à tout prix dans l'hôpital, désengorger les services d'urgence. C'est aussi l'objectif du futur SAS, le service d'accès aux soins. Ce service sera accessible par téléphone et en ligne. Il permettra aux patients d'accéder à toute heure et à distance à un professionnel de santé qui lui fournira un conseil, une téléconsultation ou une orientation. Autre ambition du plan santé, équiper tous les services médicaux d'urgence d'une vidéo-assistance et surtout mieux orienter les personnes âgées prises en charge par les SAMU. 3,4 milliards d'euros investis pour ce plan, dont près d'1 milliard pour la formation et l'investissement au sein des hôpitaux publics. Un plan ambitieux inspiré par le député de Charente, Thomas Meignet, lui-même médecin urgentiste. Alors Jean-François Sibien, on voit de voir ce reportage inspiré pour partie par un de vos confrères médecins urgentistes. Alors au fond, on peut trouver des solutions. Là, on a vu que c'est un hôpital qui est présenté comme hôpital modèle, donc il y a des choses qui peuvent marcher. Il y a des choses qui marchent, donc avec un coût zéro, la gestion de l'aval, le point 12, qui est, de mon point de vue, assez insuffisamment développé dans le plan, mais il y avait d'autres mesures phares, certainement. Donc, le gestionnaire de lit, avec cette gestion informatisée des lits, est un plus. Parce qu'il y a des lits qui sont en souffrance, qui ne sont pas affectés, et donc on peut considérer qu'aujourd'hui... Il y a des lits qui sont, on peut dire, thésaurisés, donc qui sont captifs, où des gens rentrent, par exemple, on s'est rendu compte, nous, je ne parle pas dans l'hôpital dans lequel je travaille, mais que dans certaines structures hospitalières, des patients rentrent le vendredi soir pour être en permission le samedi, et donc ainsi bloquer des lits pour le week-end, des lits qui pourraient servir à des patients qui sont admis durant le week-end. Vous avez là aussi une étude qui a montré que la durée moyenne de séjour avait augmenté dans une structure hospitalière, un CHR, d'une demi-journée tout simplement. Au lieu de sortir la veille, les patients sortaient effectivement le matin comme l'avait demandé le directeur, mais le lendemain matin. Donc là aussi, il y a quelque chose à organiser. Vous avez ça et il y a autre chose. Quelque chose qui est gratuit, qui s'appelle un salon de sortie. Je pense qu'aujourd'hui, quelque chose de novateur serait d'organiser la sortie des patients, non pas directement depuis le service dans lequel ils sont, mais faire descendre un SAS, comme il y a un SAS à l'entrée, faire un SAS de sortie, faire descendre les gens dans une structure dans laquelle on aurait des soignants qui seraient peut-être là aussi des gens qui sont en arrêt maladie parce qu'ils ne peuvent pas porter des patients, mais qui pourraient vérifier que tous les papiers sont
bien rempli, que le médecin généraliste est informé, ainsi que l'équipe soignante qui va recevoir le patient a toute l'information, et on décalerait la sortie du patient à l'après-midi, mais le lit serait libéré dès le matin. On va demander d'ailleurs ce qu'en pense Samuel Pratt-Marty, mais avant de vous donner la parole, Nancy Tindre, justement sur cette question de la gestion des lits, on sait que c'était une des revendications qui fait partie des revendications. On va parler de cette enveloppe de 750 millions, vous nous direz ce que vous en pensez, mais sur cette gestion des lits, vous demandez des ouvertures de lits. Là, on vous répond mieux gérer, au fond, le service des lits, y compris au sein même d'un établissement. C'est la même réponse que concernant les effectifs, c'est-à-dire que ils estiment que c'est un problème d'organisation, effectivement, et de gestion des lits actuels tels qu'ils sont. Donc, effectivement, favoriser les sorties, ça serait très bien favoriser les sorties le matin, mais ça n'empêche qu'on n'a pas un nombre suffisant de lits. Même si on fait sortir les patients plus tôt, de toute façon, il n'y a pas assez de lits pour hospitaliser tous les gens qui passent par la porte des urgences et qui nécessitent un lit. Voilà. Numériquement, on a un problème de lits. Il n'y en a pas assez par rapport au nombre de patients à hospitaliser. Et après, je reviens sur ce que disait Jean-François à propos des hospitalisations le matin. Ça nécessite quand même pas mal de choses. Ça nécessite que le patient qui va sortir, il est valide autonome, parce qu'il faut bien que... Ou alors... Sinon, effectivement, il faut lui dédier du personnel pour le surveiller, parce qu'il est sous la responsabilité de l'hôpital tant qu'il est dans nos murs. Donc, et en plus, ça nécessite d'avoir du personnel dans les étages pour pouvoir gérer le nettoyage des chambres et le fait qu'on puisse réadmettre assez rapidement un patient derrière. Donc tout ça, en fait, ça nécessite de l'effectif aux urgences et pas aux urgences. Enfin voilà, c'est des choses qui... On peut faire sortir les patients plus vite, on peut d'ailleurs les traiter plus vite, s'en occuper plus vite aussi aux urgences, mais tout ça, ça nécessite du personnel en plus. Alors on va poser la question au directeur de l'hôpital de Pau, puisque vous êtes confronté à cette problématique. Globalement, vous avez un service d'urgence, mais vous avez d'autres services. Sur cette question des lits, vous avez, vous, au sein de votre établissement, des lits qui sont mal affectés, si j'ose dire ? Je ne le dirais pas comme ça, non. Je partage globalement une partie des énoncés là, c'est-à-dire qu'on a bien des problèmes de disponibilité en lit. Alors, on a aussi des problèmes d'organisation qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas négliger. On a travaillé autour de cette fonction de gestionnaire de lit qui est appelée de ses voeux par la ministre, et donc on a commencé à le faire dans certains hôpitaux, il faut le faire dans d'autres. Mais le point important sur lequel nous, responsables hospitaliers, au niveau notamment de la Fédération hospitalière de France, nous sommes aujourd'hui très attentifs, c'est cette question de la disponibilité globale des lits. Parce que vous le savez, il y a un mouvement national qui est engagé de réduction du nombre de lits d'hospitalisation complète, qu'on peut entendre, puisque les pratiques de prise en charge ambulatoire se développent. Le problème qu'on rencontre, nous, hospitaliers, tout le monde ensemble, les infirmières, les médecins et les directeurs, c'est que nous ne choisissons pas le moment où nos patients arrivent. Et il y a des périodes, notamment l'hiver... C'est le nombre de lits, c'est ce que il faut entendre. Je dis que l'hiver, on peut avoir besoin de plus de lits, parce qu'effectivement, les pathologies saisonnières sont là, et qu'à ce moment-là, si on a réduit la voilure, on va se retrouver en difficulté. Donc nous disons, nous, attention, la tendance actuelle à la baisse du nombre de lits peut poser problème. Elle pose déjà problème aujourd'hui, elle pourra en poser encore plus demain. Samuel Pratt-Marty, sur cette question des lits, puis vous avez entendu ce qu'a dit le médecin, ce qu'a dit l'infirmière, qui sont des praticiens, qui sont là tous les jours au sein de l'établissement. Qu'est-ce que vous pensez de cette question ? C'est une question qui est complexe. Nous estimons qu'en moyenne, sur l'année, en région Nouvelle-Aquitaine, il y a suffisamment de lits. D'ailleurs, quand on analyse de près les statistiques d'occupation des lits, on se rend compte que les taux d'occupation sont très largement inférieurs à 100%. Ils sont très exactement de 88% en médecine et 62% en chirurgie. Donc ça veut dire qu'une partie du temps, ces lits sont vides. Mais ça n'est qu'une moyenne qui cache des disparités entre établissements et surtout en fonction de la saisonnalité. Effectivement, l'hiver, il peut y avoir des difficultés pour procurer des lits aux patients qui le nécessitent. Alors la politique que nous portons, c'est effectivement une politique de baisse du nombre de lits en moyenne sur l'année lorsqu'on estime que le nombre de lits est trop important. Mais à contrario, nous demandons aux établissements d'être en capacité de réouvrir des lits aux périodes de l'année. Vous dites qu'il faut plus de souplesse. C'est-à-dire que quand il y a les périodes en tension, il faut plus y répondre. C'est ça, notamment l'hiver. Notamment l'hiver. Si je peux me permettre, des fermetures de lits, ça implique de la réduction de personnel. Enfin, du coup, le personnel qui est dédié normalement à ces lits n'est plus dans le service, n'est plus dans les effectifs. Et du coup, si vous réouvrez des lits, avec quel personnel, parce que nous on parle beaucoup d'unités saisonnières, sur Saint-André en particulier, c'est un projet qui revient de manière récurrente tous les hivers, faute de lit. Donc voilà, a priori cette année on va en avoir une, mais encore, qui va faire fonctionner cette unité saisonnière ? C'est-à-dire qu'il faut corréler le nombre de lits et le personnel, c'est ça que vous dites ? C'est pas dématérialisé. Une fois qu'il y a le patient dedans. Mais c'est possible ça de corréler, parce que ce que dit... C'est plus complexe. Je rejoins madame, c'est effectivement plus complexe, mais un certain nombre d'établissements y sont parvenus. C'est une approche qui est récente. Donc tous les établissements ne le mettent pas en œuvre effectivement aujourd'hui, mais on a dans cette région un certain nombre d'établissements qui ont commencé à le mettre en œuvre et a priori avec satisfaction.
Il faut dire que les établissements, Poitiers, c'était un exemple, mais Poitiers a quand même des financements, je parle juste du SAMU et des urgences, j'aimerais avoir le financement qu'ils ont au ratio du nombre de patients qu'ils reçoivent. Donc ça, c'est une parenthèse. On est dans le pays du tout ambulatoire et maintenant, on vous parle de saisonnalité, on parle de gestion de lits, mais un nombre équivalent de patients, un patient de Poitiers ou un patient d'Agen intramuros n'est pas le même type qu'un patient qui habite à 50 ou 60 km. Donc là aussi, le tout ambulatoire a ses limites. Et aujourd'hui, on est en train d'en vivre l'écueil. Nous, ça fait une dizaine d'années qu'on vous dit le tout ambulatoire pour l'ORL, l'ophtalmo, il n'y a pas de souci. Là, on se félicite dans mon hôpital d'avoir fait une hystérectomie en ambulatoire. Dont acte, mais attention, on a besoin d'un certain nombre de lits et on a surtout besoin de soignants. Les patients qui se présentent à nous sont de plus en plus âgés, de plus en plus en souffrance sociale, et donc à partir de là, il y a un travail des soignants, un travail aussi des assistantes sociales pour organiser une prise en charge optimale du patient, c'est-à-dire sa prise en charge hospitalière, mais aussi sa sortie. Parce que là aussi, ce qu'on voit, ce qu'on commence à remarquer, vous avez des patients qui sortent d'ambulatoire et qu'on retrouve à J1, J2, J3, J4 aux urgences, puisque c'est la seule porte de réentrée de ces patients. Et là aussi, tout cela, on n'en parle pas et c'est bien dommage. Alors, on va décliner un peu ces mesures. Parmi les 12 mesures du plan de la ministre, il y en a une qui est une mesure phare, celle qui concerne le SAS, le service d'accès aux soins, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En fait, c'est mieux gérer les urgences. Ce qu'il faut bien sûr, c'est faire le tri en amont pour pas que les personnes qui ne doivent pas être aux urgences s'y retrouvent. Alors, on a été en immersion à l'hôpital d'Agen, chez vous, Jean-François Sibien, se rendre compte au fond du quotidien de ce service des urgences. Ce reportage est signé Jean-Michel Dagné et Benoît-Pierre Morin. Un jour comme les autres aux urgences de l'hôpital d'Agen, il est près de midi, le service est déjà saturé. Il y a un pic d'activité en fin de matinée, vers midi. D'ailleurs, on le voit. Là, tous les patients qui n'ont pas été vus, ils sont arrivés pratiquement tous en même temps dans l'heure qui vient de s'écouler. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter ce qui vous arrive ? En journée, 10 soignants, médecins, équipes de SMUR et infirmières font face à des patients dont le nombre a doublé en 15 ans. Les heures de garde s'accumulent, 60 à 90 heures par semaine. Quand on passe à 80 ou 90 heures de travail hebdomadaire, on épuise les gens, on n'est pas efficace, on n'est pas efficient, on fait des mauvais choix, on commet des erreurs médicales. Ça se ressent sur l'humeur également. De plus, l'accueil des malades se dégrade. Les locaux ne sont plus en rapport avec l'affluence aux urgences. Des locaux qui ont pourtant qu'une quinzaine d'années, qui sont assez récents, mais qui deviennent trop petits. On a 7 box d'examen et comme vous avez pu le voir, il y a des rideaux. Là où on est, c'est les patients qui arrivent, qui attendent sur des brancards dans un couloir et je pense que c'est pas inadmissible. Ils vont attendre plusieurs heures entre leur prise en charge avant qu'on puisse les installer. Tout ceci provoque beaucoup de frustration au sein des équipes et des tensions de la part des malades, dont beaucoup ne relèvent pas forcément d'urgence vitale. Ce qu'on appelle nous la petite bobologie, qui prend une bonne moitié ou voire les 3/4 de la population qui fréquente les urgences et qui prennent beaucoup de temps. C'est pas pour autant qu'on va les... Exactement. Non, c'est pas pour autant qu'on les prend pas en charge, loin de là. Chaque jour, malgré le malaise, les équipes font encore des miracles, mais pour combien de temps encore ? Alors Nancy Cadre, vous êtes infirmière, je le disais tout à l'heure, au service des urgences à l'hôpital Saint-André, donc c'est le quotidien, c'est votre quotidien, ce qu'on vient de voir, service des urgences encombré. Est-ce que, au fond, ce service d'accès aux soins, pour mieux gérer l'accès des urgences, c'est déjà une réponse ? Alors, je pense pas. Je pense pas. Pour y travailler depuis 13 ans, j'ai plus tendance à me dire que ce qui embolise les services d'urgence, c'est les patients qui ont besoin d'être hospitalisés, à qui on a posé un diagnostic d'hospitalisation et qui doit être hospitalisé. Qu'il faut trier donc avant, qui n'ont pas arrivé aux urgences. Donc c'est Non. Le patient qui vient, qui a une douleur n'importe où, on fait le diagnostic et cette personne ne peut pas rentrer chez lui. Il a besoin de rester 2 jours, 3 jours, 1 semaine à l'hôpital et donc il lui faut un lit. Et on ne va pas réussir à lui trouver de lit parce qu'il n'y en a pas. Donc il va rester aux urgences. Et donc on va se retrouver avec la quantité des patients
à hospitaliser, plus effectivement le flux entrant. Le flux entrant qui est donc pas mal décrié, effectivement, comme étant de la bobologie qui n'a rien à faire aux urgences. Alors ça pose la question, effectivement. Donc c'est cette population qu'il faut trier de l'amont. Mais oui, mais après, moi je pense que le patient qui vient à 4h du matin pour un faux prétexte, il vient pas à 4h du matin pour un faux prétexte. Il vient à 4h du matin parce que c'est une personne qui est seule, parce qu'il a besoin de voir du monde, parce qu'il a besoin de parler, etc. Après, on peut considérer qu'effectivement, il n'a rien à y faire et que ça coûte de l'argent aux contribuables. Mais ça reste un être humain qui se rend dans un service, si vous voulez, de soins pour voir des gens. Alors, on peut et des gens comme ça, il y en a plein. Mais est-ce qu'on peut, Nancy, quand même optimiser, au fond, l'accueil ? Parce que la question est là. Est-ce qu'on peut rationaliser cet accueil de patients qui, au fond, n'ont rien à faire ? Alors, il a été constaté que toutes les maisons de santé qui avaient été construites et qui étaient actives à côté d'un service d'urgence ne désengorgeaient pas le service d'urgence. Il y en a plein qui sont ouvertes en France ces dernières années. C'est pas quelque chose qui a permis de diminuer la fréquentation des urgences. Les maisons de santé, ça ne répond pas. Il y en a 168, je crois, en Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Progression, c'est un chiffre qui vient de chez vous, de 27% depuis 2017. Donc là, vous êtes en train de promouvoir, de mettre en place ces maisons de santé. Visiblement, elles ne compensent pas le déficit. Les maisons de santé, pour l'essentiel aujourd'hui, elles accueillent des patients sur rendez-vous. Ce qu'il faut organiser, c'est l'accueil des patients sans rendez-vous. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait surtout, c'est développer les maisons médicales de garde, mais sur des créneaux horaires qui sont un peu différents, c'est-à-dire en semaine de 20h jusqu'à minuit, voire plus tard dans la nuit. Ces maisons-là sont dédiées à l'accueil des soins dits non programmés, c'est-à-dire sans rendez-vous. Et c'est précisément l'une des mesures qui a été annoncée par la ministre, c'est d'offrir une palette d'alternatives à l'accueil aux urgences pour l'ensemble des patients qui, normalement, n'auraient pas à s'y rendre au regard de la gravité de leur pathologie. Ces maisons les médecins généralistes en cabinet ou en maison de santé ou en centre de santé. Et l'objet du SAS, c'est d'organiser cette alternative. C'est d'abord de donner l'information aux patients, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart du temps, autant ils ont connaissance de la présence et de la disponibilité du service d'accueil des urgences, autant ils ne savent pas si tel ou tel médecin est disponible pour les accueillir. Donc là, on a un problème d'organisation sur lequel on doit travailler. Et par ailleurs, ce service orientera les patients vers la modalité de prise en charge la plus adaptée à leur état. Vous y croyez, vous, à ce dispositif qui est à la fois assumé par des maisons de santé, des maisons spécialisées, des médecins vous voyez un peu... Sur le SAS, c'est l'organisation que propose aujourd'hui le SAMU, donc j'attends de voir, on attend patiemment de voir ce que va proposer la ministre. Nous, on voit avec nos collègues libéraux, quand ils sont là avec nous, effectivement, on fait de la téléprescription, on analyse le patient, la pathologie du patient, et on peut envoyer des ordonnances directement à la pharmacie, ce qui évite aux patients de se déplacer chez un confrère généraliste en visite ou sur son cabinet de consultation. Enfin, c'est vous qui assumez la prestation, c'est-à-dire que ça ne règle pas le problème de l'engorgement des urgences. Ce n'est pas nous qui assumons, ce sont nos collègues libéraux. Ah, d'accord. Si le SAS, c'est le réinvestissement par les libéraux pour venir travailler avec nous dans la maison santé que propose la ministre, c'est le SAMU aujourd'hui, mais un SAMU avec libéraux et hospitaliers, donc avec généralistes et médecins urgentistes H24. C'est un premier niveau de réponse. Mais effectivement, comme l'a dit Nancy, il y a des gens qui ne rentreront pas. Jamais dans les cases. Voilà, qui ne rentreront jamais dans les cases. Et ceux-là, obligatoirement, ils finiront chez nous. Les problèmes sociaux ne sont traités qu'à l'hôpital, on le sait. Mais on sera là pour assumer. Il y a une chose dans le reportage qui est important. On rationalise l'entrée des urgences. Pascal, on rationalise. Aujourd'hui, vous avez une demande de soins urgents. Moi, tant que je n'ai pas examiné le patient, je ne sais pas si ce qu'il a, c'est vital ou ce n'est pas vital. Vous avez quelqu'un qui peut se présenter avec quelque chose qu'on va estimer comme n'étant pas grave, et à la fin de l'examen clinique, le patient va être transféré parce qu'il fait une rupture d'anévrisme. Docteur Sylvain, j'entends bien, vous dites qu'il faut qu'il soit examiné de toute façon. Alors, examiné ou interrogé, médicalement parlant. Je reviens sur une chose, sur le reportage, sur ce qu'on a vu. Nous sommes en 2019. Je travaille à l'hôpital d'Agen. La ministre nous a proposé, au niveau du congrès urgence, de mettre de la peinture et de mettre des moyens. Dans le service d'urgence dans lequel je travaille, vous voyez, des gens n'ont pas le droit à la confidentialité. Vous avez des gens, outre les brancards, on ne parle même plus des brancards, mais j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. On peut en parler tout de suite. Un patient âgé sur un brancard, tous les 60 patients, c'est un mort. D'accord ? L'étude a été réalisée par nos collègues de Nîmes.
Je pense que tous les journalistes devraient se saisir de ça. Tous les patients qui sont rentrés à Nîmes, qui sont restés plus longtemps sur un brancard, à la différence de ceux qui sont rentrés, et c'est pour ça qu'aussi la ministre le dit, rentrés dans la filière gériatrique, ces patients ont passé une demi-journée supplémentaire par rapport aux patients qui sont rentrés directement dans la bonne filière. Donc tout ça, on doit travailler ensemble avec nos collègues libéraux, nos collègues de gériatrie, mais comme l'a dit Nancy, il va falloir des moyens en gériatrie, moyens humains et des moyens médicaux, enfin moyens humains en termes de soignants et en termes de médecins, pour qu'on puisse arriver à prendre en charge nos aînés. Jean-François Vinet, vous vouliez réagir sur cette question? Je voulais réagir un peu, oui. Hasard du calendrier, ce matin, sur le territoire de Béarn, où je travaille, nous étions réunis, médecins hospitaliers, direction d'établissement, élus de l'agglomération, SOS médecins, pour réfléchir à cette problématique de l'amont des urgences. Et ce qu'on a identifié à dire de médecins hospitaliers, c'est qu'il y a bien entre 15 et 20% des patients qui arrivent à nos urgences hospitalières qui pourraient parfaitement être pris en charge par de la médecine générale. La problématique, c'est à quelle porte le patient doit frapper. Parce que ce qu'on sait tous ici, c'est que dans beaucoup de territoires, quand vous arrivez, vous cherchez un médecin traitant, il n'y a plus de médecin traitant. Donc les patients sont dans une forme de déshérence médicale. Et la porte ouverte, effectivement, c'est nous. Donc on a vraiment à travailler, et le SAS est un élément certainement qui permettra de nous améliorer pour faire en sorte que les gens aient un numéro avec une disponibilité, une réponse pour leur dire « votre problème relève de l'hôpital, venez rapidement, ou on vient vous chercher, votre problème peut être traité chez SOS, à telle maison médicale de garde, vous serez pris en charge en une demi-heure, 1 heure, au lieu d'attendre 4 heures aux urgences. Parce que c'est ça aussi la problématique des urgences. Monsieur Vinet, par rapport à ce que vous dites, pourra être même pris par un de nos collègues généralistes. On s'est rendu compte en discutant avec nos collègues généralistes qu'ils avaient des patients qui ne venaient pas, donc à partir de là, ils ont des plages vides. Et ça fait 15 ans que dans ce pays, on doit avoir ce qu'on appelle un répertoire opérationnel de ressources pour avoir la disponibilité. Il y a des spécialistes qui sont disponibles. Tout ne doit pas passer par les urgences. Moi, quand je suis au SAMU, quand les gens m'appellent, il m'arrive d'avoir des rendez-vous directs, soit avec un généraliste, soit avec un spécialiste, en ville ou à l'hôpital. Et ça, ce répertoire opérationnel de ressources, il faut qu'on le mette en production. Ça fait 15 ans qu'on attend. Des gens sont farouchement opposés, parce qu'évidemment, il vaut mieux que ça passe par des systèmes payants, un système d'abonnement payant pour le patient. Mais ça, il faut que ça cesse. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui, avec un coût proche de zéro, peut avoir une efficience importante et pour les patients et pour notre confort à nous. Bien, alors il y a une problématique d'ailleurs évoquée globalement dans ce plan, c'est la fracture territoriale qui touche et aussi la santé. Alors sur cette question, on va se rendre à l'hôpital Nord de Sèvres où un plateau technique flambant neuf a été inauguré il y a à peu près 1 an pour répondre justement au mieux à l'évolution et au mode de prise en charge des patients, donc plus moderne, plus exigeant. Un bâtiment qui promettait de changer la vie des usagers et des professionnels de l'hôpital. Quelques mois après, vous allez voir, les professionnels affichent une grande désillusion. Comment un hôpital peut-il fonctionner quand les emplois proposés sont sous-payés et précaires ? Ouvert depuis 1 an et demi, cet hôpital rural enchaîne les difficultés. Déficit budgétaire, services fermés par manque de médecins, urgence en grève. Ce représentant syndical dénonce aussi des conditions de travail dégradées. Aujourd'hui, justement, on est à bout, c'est-à-dire qu'on diminue du personnel, mais il faut faire le même boulot. On espère après peut-être ouvrir des services, mais il va falloir penser à avoir des conditions de travail décentes. Aujourd'hui, une infirmière qui revient sur ses repos, c'est pas soutenable. Quelques élus sont venus à la rencontre des manifestants avec parfois des propositions. Le maire de Thouars, par exemple, veut revoir le mode d'affectation des médecins pour remplir les hôpitaux moins attractifs. Il est nécessaire qu'on ait une forme de contrainte pour notamment les jeunes médecins qui débutent leur carrière, de pouvoir donner un certain nombre de temps et d'années dans les centres hospitaliers des hôpitaux périphériques. La CGT, elle, veut aller beaucoup plus loin. Elle réclame un plan Marshall pour la santé publique en France, avec 4 milliards d'euros pour le financer. Alors, Monsieur Vinet, on a entendu, c'est un hôpital qui est assez récent, qui devait apporter une plus-value à la fois au personnel et aux patients. On voit bien qu'1 an et demi après, ça ne marche pas comme on voulait. Et il y a même des élus qui viennent aujourd'hui au soutien de ces personnels médicaux. On a entendu le maire dire qu'il faut contraindre éventuellement les médecins à venir dans ces territoires. C'est aussi une préoccupation, un grand souci. Vous parliez des médecins, on va en parler tout à l'heure. Mais comment on fait ?
C'est pas que les médecins, mais on va y revenir. C'est la démographie médicale, certes, c'est aussi l'attractivité des métiers soignants à l'hôpital. Sur les médecins, en quelques mots, quand même, il y a un gros souci autour aujourd'hui de l'intérim médical. C'est pas forcément su, mais ça nous pose à nous, directeurs d'établissement, d'énormes difficultés. Il y a eu des tentatives de rationalisation ou de modération du recours à l'intérim prises par les pouvoirs publics, mais force est de constater que la pratique quotidienne fait que dans certains territoires qui sont extrêmement démunis, aujourd'hui, c'est la loi de l'offre et de la demande qui fait foi. Et donc, quand vous pouvez mesurer les choses, un médecin intérimaire qui gagne 2 à 3 fois plus que son confrère salarié hospitalier, au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Donc, clairement, nous souhaitons, nous, dirigeants hospitaliers, que des mesures fortes soient prises. Et c'est une des mesures proposées par le plan de refondation pour mettre fin à cette problématique. Je vais vous donner un exemple. Dans mon établissement, il y a 2 ans, on a essayé, effectivement, d'appliquer les tarifs réglementaires. L'hôpital de Pau, comme d'autres en France, a été blacklisté. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, aucun médecin ne venait prendre les postes que nous proposions. Donc il y a un gros problème de démographie médicale avec un paradoxe. On n'a jamais eu autant de médecins en France qu'aujourd'hui. Donc la problématique de la répartition des praticiens sur le territoire, libéraux comme hospitaliers, elle est encore devant nous. Et sur les personnels paramédicaux, parce qu'à l'hôpital, on n'a pas que des médecins, on a la même problématique. On le voit bien qu'il y a un phénomène de fatigue, il y a un ressenti qui est très très fort, on a un problème d'attractivité de nos carrières, on a de la peine à garder, à fidéliser les personnels. Des personnels qui tournent souvent, c'est un effort supplémentaire pour ceux qui restent, pour former leurs nouveaux collègues. Donc il faut vraiment qu'on ait une réflexion en interne dans les établissements pour améliorer les conditions de travail, mais il faut probablement aussi qu'il y ait une réflexion plus globale. Alors justement, Samuel Prat-Marty, pour répondre à cette problématique que vient d'évoquer Jean-François Vinet sur ce problème de l'intérim, au fond l'attractivité d'abord financière peut-être de ces médecins qui préfèrent l'appât du gain plutôt que de s'inscrire dans une vraie politique de santé. Comment on fait pour... Enfin, c'est ce que vous disiez. Je n'ai pas dit appât du gain, mais... vous avez sous-entendu. Hein. Alors, je voulais dire que la situation de cet établissement était très atypique. C'est un établissement qui a subi une baisse drastique du nombre de médecins qui sont partis pour certains du jour au lendemain dans des proportions importantes. Pour autant, c'est un établissement qui est attractif, un magnifique plateau technique, tout neuf, qui offre des conditions de travail et de prise en charge qui sont exemplaires. Et actuellement, des recrutements sont en cours. Et on ne désespère pas de pouvoir pourvoir tous les postes qui sont actuellement vacants. En tout cas, le directeur s'y emploie. Alors, je rejoins totalement M. Vinet. Et nous sommes en train d'échanger et de travailler avec la Fédération hospitalière de France dans le cadre des orientations qui étaient données par la ministre pour effectivement circonscrire au maximum le recours à l'intérim et l'encadrer autant que possible. C'est une vraie problématique. Pour autant, je comprends les établissements qui, au dernier moment, sont tentés de recourir à l'intérim, tout simplement parce qu'ils ont assuré la continuité du service. Mais il faut qu'on travaille ensemble pour lutter contre ce phénomène. Alors François Sibien, sur cette question qui doit vous interpeller, vous êtes médecin, est-ce que vous comprenez que certains de vos confrères puissent ne pas s'inscrire dans une vraie démarche de soins, plutôt et rester dans l'intérim parce que c'est plus intéressant financièrement? Nous sommes au pays des 35 heures, je vous rappelle. Nous sommes dans un pays dit libéral. Et moi, en tant que jeune médecin, il y a 25 ans, 2 ministres consécutivement nous ont expliqué qu'avec le numerus clausus, nous allions être les rois du pétrole. Je pense qu'une politique a été menée sur le choix de restreindre le nombre de médecins dans ce pays. On n'a pas anticipé 2 choses, l'effet 35 heures, avec beaucoup de femmes qui rentrent dans la profession de médecin. Et donc, ces femmes, à la différence des médecins hommes, ont une vie de famille et elles assument ce rôle. Ce que nous, moi je suis papa, je vois ce que fait mon épouse, je ne lui arrive pas à la cheville. Et quand je vois mes collègues soignantes, quand je vois ce qu'elles font, quand je vois mes collègues médecins-femmes, ce qu'elles font, c'est remarquable. Mais ça aussi, ça n'a pas été suffisamment anticipé. Après, vous avez le syndrome, ce que j'appelle de la coquille vide. Il faut qu'il y ait la lumière partout, dans toutes les structures hospitalières de ce pays. Si vous n'avez pas un projet médical, si vous n'avez pas un projet médico-soignant qui tient la route, il suffit qu'il y ait des anicroches entre l'équipe de direction et l'équipe médicale pour que vous ayez une fuite de médecins. Aujourd'hui, c'est l'offre et la demande. On est dans un système libéral. À titre d'exemple, un de mes collègues qui fait 10 journées par mois avec 4 nuits dans une structure privée touche 140 000 € net. D'accord ? Il touche
1,5 fois ce que je touche. Et je suis un vieux médecin, je suis à l'avant-dernier échelon du statut et j'ai des primes. Voilà. Il y a des questions à se poser. Sur nos collègues soignants, pensez à une chose. Sur nos collègues soignants, ils travaillent ils ont des salaires entre 1 300 et 1 400 jusqu'à 2 000 euros net, quand ils commencent, avec des primes. Quand ils viennent travailler la nuit, ils ont 1,06 euros de plus de l'heure. C'est important ce que je dis, 1,70 € quand ils travaillent en réanimation. Et ils ont 50 euros de plus en brut quand ils viennent travailler le week-end. Et ils sont contraints à venir travailler minimum 2 week-ends par mois. Dans quelle entreprise, puisque l'hôpital est une entreprise, quand je dis l'hôpital, c'est pareil en clinique. Dans quelle entreprise on voit des gens qui travaillent à 1 € de plus la nuit et à 50 euros de plus le week-end. Samuel Pratt-Marty, cette question est importante, question financière, revaloriser les salaires. On voit bien ce que dit le docteur Sibien, il y a un déséquilibre énorme qui fait que ça crée au fond un appel d'air dans le privé. Comment on fait au fond pour régler cette question ? Alors, l'une des solutions qui est proposée par la ministre, à côté de l'encadrement de l'intérim, c'est le développement des équipes communes d'urgentistes. C'est l'un des exemples du CHU de Poitiers qui a mis en place une équipe commune d'urgentistes qui exerce simultanément sur les différents sites d'urgence de l'ensemble du département de la Vienne, donc Poitiers, Montmorillon, Loudun et Châtellerault. Ça a pour avantage à la fois d'harmoniser les pratiques de prise en charge entre les établissements et surtout d'assurer une rotation entre des établissements qui ont des niveaux d'activité élevés et des établissements qui ont des niveaux d'activité plus faibles pour soulager les médecins et éviter qu'ils n'exercent en permanence que dans des établissements où l'activité est très importante. Pas la question du salaire. Par ailleurs, ça génère l'attribution de primes spécifiques liées à cet exercice multisite. Oui. Nancy Tadre, pour revenir évidemment à la problématique, bon, vous avez entendu sur la question des salaires, par exemple, vous considérez aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre qui vous dessert dans l'hôpital public? Je ne sais pas, gagner 1 500 € par mois en travaillant effectivement 2 week-ends par mois minimum, oui, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revient tous en heures supplémentaires, ce qui est affreux, parce que du coup on perd nos repos, on se fatigue d'autant plus et on est rentré dans un cercle qui ne va pas bien. Moi je pense que sur la question de l'intérim médical, il s'agit de le réglementer, c'est très bien, je ne suis pas du tout pro-intérim. Par contre, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire appel à de l'intérim ? Si effectivement les médecins n'ont pas des statuts qui sont les médecins hospitaliers aux urgences, n'ont pas des statuts qui leur permettent effectivement d'avoir une vie en fait à l'extérieur de la structure, je pense que c'est ça qui est différent maintenant avec ce qui se passait il y a 30 ans, c'est que, pour reprendre les termes de Jean-François, je ne considère pas que l'hôpital soit une entreprise, mais on est quand même salarié, c'est-à-dire qu'on n'est pas des bonnes sœurs, on n'est pas des moines qui sommes là dévoués à l'institution hospitalière et aux patients, c'est-à-dire qu'on touche des salaires, on paye des impôts, on est des citoyens, on a une vie sociale, une vie familiale, etc. Donc, on s'est engagé dans ces métiers parce qu'on aimait ça, on avait envie de le faire. Qu'est-ce qui fait au fond que quand on dépeint le quotidien des urgences, et vous y êtes tous les jours, la difficulté qu'il y a à exercer son métier, le peu de, j'allais dire considération peut-être pas personnelle, mais financièrement parlant, qu'est-ce qui fait que vous continuez à rester, vous ne changez pas, au fond que vous n'allez pas dans le privé ? Parce que on s'est engagé sur... on est nombreux, ça va vous paraître débile comme phrase, mais on s'engage sur une notion de service public. C'est quelque chose auquel on croit. C'est-à-dire que le bien commun, pour les gens qui effectivement n'en ont pas, c'est les services publics, et le service public hospitalier en fait partie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un accès aux soins pour la population, quel que soit son niveau de ressources, et quel que soit... Voilà. Donc c'est quelque chose auquel on croit. Quand on bosse à l'hôpital, c'est sûr que c'est pas... on n'est pas juste paramédicaux comme ça dans l'absolu. On est paramédicaux à l'hôpital. Voilà, c'est pas pareil. Et je dis pas que les collègues en clinique n'ont pas de notion soignent pas correctement les gens, c'est pas ça. Mais si vous voulez, elle représente quelque chose quand même, cette structure hospitalière. C'est pas un truc qui... en tout cas pour nous, elle représente quelque chose, quoi. Sur cette question des salaires, vous êtes directeur de l'hôpital de Pau. On a bien compris qu'il y a aussi un déséquilibre entre la reconnaissance des salaires dans le privé et dans le public. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, vous, qualité de directeur ? Je confirme, je n'en ai aucune. En fait, la rémunération des médecins hospitaliers, qui sont des salariés de la fonction publique, pour le résumer, pour faire simple, n'est pas dépendant du directeur. Moi, j'applique des grilles de rémunération. Donc la vraie question, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'attractivité des carrières hospitalières, médicales comme paramédicales. Ça peut se travailler par
effectivement une réflexion sur la rémunération. L'attractivité, c'est pas que la rémunération, c'est aussi les conditions d'exercice, c'est aussi la reconnaissance, c'est aussi le fait qu'on soit capable de protéger nos personnels quand ils se font agresser la nuit ou le week-end aux urgences, quand des individus armés désormais, et pas simplement à Marseille ou à Paris, décident de considérer que le médecin ou l'infirmière est un punching ball. C'est tout ça en fait qu'on doit essayer de travailler et de mettre en œuvre pour améliorer notre quotidien. Alors parmi les mesures du plan de la ministre, il y a au fait la requalification, la qualification de certains personnels de santé, comme les infirmières, qui seraient amenés à faire des actes qu'elles ne faisaient pas. Donc pour libérer du temps de travail aux médecins. Vous-même, Nancy, vous êtes favorable à ces dispositions ? Alors, il y a déjà pas mal d'actes qu'on fait, c'est déjà fait, c'est déjà mis en place. Donc en fait, il s'agirait de formaliser ça, premièrement. Et puis deuxièmement, en fait, par rapport à la crise aiguë, là, ça répondra en rien. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça va demander... Les IPA, donc les infirmières en pratique avancée, vont demander 2 ans d'études supplémentaires. Donc de toute façon, c'est pas du personnel qui sera opérationnel selon la forme proposée par la ministre, avant au moins 2 ans. Donc ça ne règle en rien le problème immédiat. D'autant que c'est déjà des actes, tous les protocoles anticipés, on les fait, l'IOA, c'est déjà en place. En fait, c'est juste permettre aux métiers qui sont déjà, tels qu'ils sont déjà organisés, d'être un peu valorisés. Voilà. Mais ça ne va pas dégager plus de temps médical, parce qu'objectivement, c'est déjà fait, quoi. On fait déjà des plâtres... Voilà, tout ça c'est déjà fait. Vous êtes favorable en qualité de médecin à ce que, au fond, on vous libère de l'espace pour que vous puissiez pratiquer de la médecine et que d'autres... Je vous remercie, Pascal. Je suis docteur, il m'arrive, on a de la chance à l'hôpital d'Agen, je n'ai pas d'aide-soignant. Ça doit être le seul service de France qui n'a pas d'aide-soignant, mais en poste avec nous, c'est-à-dire qu'il m'arrive de déshabiller les patients. Parce que je ne peux, quand je fais un examen clinique, c'est sur un patient déshabillé. Nancy sait de quoi je parle. Donc ça prend du temps, surtout quand la personne est âgée. Donc je suis avec l'infirmière, j'aide l'infirmière. Voilà, je suis arrivé en avril 2016 et ça fait partie des choses que je trouve choquantes. Effectivement, on me consacre du temps médical à faire autre chose que mon métier. Mais après, pendant que je déshabille le patient, ça me permet d'évaluer le patient. Donc ça c'est bien, pour bien comprendre, vous avez sans doute demandé à votre administration. Mais on est sur des problèmes budgétaires. On peut vous donner un exemple. On a une ligne, la ligne de SMUR, on en a déjà parlé lors de le dernier plateau, la ligne de SMUR secondaire, c'est-à-dire la ligne qui permet à tous les Lot-et-Garonnais d'avoir un accès aux plateaux techniques régionaux pour des pathologies graves, voire gravissimes, qui peuvent engager le pronostic vital. Cette ligne, que ce soit pour la clinique et les 3 établissements de soins, est financée à perte par la direction de l'hôpital d'Agen. C'est plus d'1 million d'euros en perte en base annuelle. On a eu des discussions, on est allé sur un bras de fer, puisque j'ai cessé de m'alimenter pendant 36 heures pour faire entendre raison sur une modélisation qui est, au niveau national, favorable, mais dans la réflexion régionale, fait perdre de l'argent à l'hôpital. En tant que directeur, vous imaginez un directeur qui va vous dire je vais financer le fonctionnement des autres, en sachant que sur les exemples qu'on a sur Pau, la plupart des patients pris en charge par cette équipe sont ramenés vers Pau. Nous, l'autre particularité qu'on a, outre les délais, on n'a pas d'hélice-mur, et autre chose, 75% des patients sont amenés sur les CHU ou vers la clinique. Donc il n'y a aucune rentabilité pour le directeur. C'est une particularité, mais là aussi le directeur, s'il n'a pas l'argent, où voulez-vous qu'il le trouve ? Donc évidemment, on ne va pas embaucher. Nous, il nous manque 18 équivalents temps plein. Il nous manque 6 ambulanciers sur l'antenne SMUR, qui est un système novateur. Il nous manque 6 ETP infirmiers et il nous manque également 6 aides-soignants au niveau des urgences. Après, on a un budget, on a des allocations budgétaires. La ministre parle de revaloriser les actes aux urgences. Ce qu'il vous faut également comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand je prends en charge un polytraumatisé, quand je le prends en charge dans mon déchocage, je devrais toucher, quand on le sauve, quand on prend quelqu'un qui est en état de mort apparente, qu'on arrive à le réanimer, on devrait toucher le jackpot. Mais non, ces actes aujourd'hui ne sont pas valorisés. Ce qui est valorisé aujourd'hui, c'est la petite traumatologie, c'est la grippe, ce genre de choses est plus rentable pour M. Vinet que lorsque je prends en charge un polytraumatisé. Je ne suis pas tout à fait d'accord.
on porte tous des valeurs, on l'a dit tout à l'heure. Moi aussi, je suis dans le service public hospitalier. Je ne suis pas là pour rendre mon hôpital rentable. Je suis là pour faire en sorte qu'il soit efficace et que les deniers publics qu'on nous alloue soient utilisés à bon escient. Pardon de le dire comme ça, mais ma préoccupation n'est pas de dégager une marge à la fin de l'année. Donc c'est juste pour reposer le débat, quoi. Le directeur que je suis, c'est pas la rentabilité qui l'intéresse. Après, la question que vous posez, elle est pertinente sur le fond. C'est-à-dire que le modèle de tarification qu'on a aujourd'hui, il nous pousse un petit peu à la course à l'échalote les uns et les autres, et on sait qu'il est inéquitable puisque les tarifs d'aujourd'hui ont été construits sur des modèles il y a 6 ou 7 ans, et effectivement, selon votre structure d'activité, vous pouvez être soit très gagnant, soit très perdant. Mais à la fin, on fait tous le même travail. Donc ce modèle tarifaire, il doit être revu, et il faut mieux financer la contrainte que nous avons ensemble à gérer, vous, médecins, infirmières et nous, directeurs, c'est que nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, ouverts 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et que les patients soient là ou pas, on a les mêmes charges. Nos personnels sont payés, même si, effectivement, il y a moins de malade un jour que le lendemain. Monsieur Vinet, il y a une seule chose que je ne me permets pas de dire. Jamais j'ai parlé, enfin, je ne pense pas avoir employé le mot rentabilité. Je vous ai parlé de l'adéquation entre le budget que vous avez et ce que vous pouvez en faire. Parce que là aussi, il n'y a pas que les urgences, il y a les autres structures, enfin, les autres praticiens hospitaliers, les autres services. Et en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur de structure hospitalière, vous avez des obligations à rendre vis-à-vis de l'ARS, vis-à-vis du conseil de surveillance donc de la mairie de Pau. Voilà. Mais la rentabilité à l'hôpital, là aussi, enfin, la T2A est un système qui est, de mon point de vue, caduc, et on n'est pas les seuls à le dire. C'est quelque chose qui va être... La T2A, c'est la tarification à l'acte. C'est la course à l'échalote, comme disait Monsieur Vinet. C'est le prochain chantier, on va en parler tout à l'heure. C'est la tarification à l'activité ou au forfait, forfaitisation. Mais justement, vous parlez de rentabilité, je voudrais juste vous faire entendre le témoignage d'un chef de service, justement, puisque vous disiez l'hôpital n'est pas là pour dégager du bénéfice. On a le témoignage d'un chef de service de l'hôpital de Limoges, je crois, qui justement s'exprime sur ce qu'est aujourd'hui pour lui la médecine dans son propre hôpital. Je vous propose de l'écouter. Nos chefs de clinique, qui sont 3 dans le même bureau. Yves Aubard est un chef de service préoccupé. Récemment, son homologue de Clermont-Ferrand a choisi de démissionner. Dans un espace petit, on est un peu tassé les uns sur les autres. Il reste en place pour travailler avec sa direction et tenter d'améliorer les choses, mais la tâche est difficile. Selon lui, la pression budgétaire est de plus en plus forte. L'hôpital est payé une certaine somme pour un accouchement. À nous de faire que cet accouchement se réalise dans la fourchette, si possible moins d'ailleurs pour que l'hôpital gagne un peu de sous, mais en tout cas surtout pas plus. Et donc, eh bien, ça veut dire garder les gens un petit peu moins longtemps à l'hôpital, ça veut dire faire les choses avec moins de personnel possible, avoir moins de lits, parce que les lits c'est de l'entretien aussi, enfin voilà. Donc on est vraiment contraint pour faire nos activités, vraiment en réfléchissant, est-ce qu'on ne va pas dépasser le budget alloué pour cette pathologie-là ? Pour réaliser des économies, il doit aujourd'hui se séparer de médecins vacataires. Et le chef de service se pose déjà des questions pour l'avenir de certaines activités peu lucratives, comme la préservation de la fertilité. Une chose est sûre, la décision médicale a souvent du mal à s'imposer. J'ai actuellement dans le service une collègue qui change d'activité et donc qui lâche un 40% dans le service. J'ai demandé à ma direction des ressources humaines si je pouvais prendre un médecin à la place. La réponse, c'est on va pas tarder à vous répondre. Je n'ai pas de réponse. Et on va probablement me demander de faire une fiche de poste et de démontrer que le praticien que je vais prendre va rapporter des sous. Parce que le problème est là maintenant, c'est qu'on est vraiment dans la rentabilité pour les praticiens hospitaliers. Qu'est-ce que c'est un médecin rentable ? Ben, je le sais pas bien. Pour moi, c'est un médecin qui soigne bien les malades, mais c'est pas comme ça qu'on compte actuellement. C'est un médecin qui va faire une activité qui va ramener plus d'argent que son salaire n'en coûte. Samuel Pratt-Marty, vous entendez ce chef de service, il dit on est aujourd'hui dans la rentabilité. Alors là, on a dépassé le cadre des urgences, on est plutôt dans le cadre de la médecine générale, mais on est dans le dossier. Oui, mais je m'oppose à ce terme. Comme M. Vinet, non, les établissements publics de santé n'ont pas vocation à être rentables. On leur demande d'être équilibrés. Ça n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas une sorte de... Je veux dire, peut-être de... On ne leur demande pas, mais on les incite à le faire. Non. Il n'y a pas d'hypocrisie derrière tout ça ? Aucune hypocrisie. Le modèle de financement est ainsi fait que les financements alloués aux établissements dépendent à la fois de la nature de l'activité et de la quantité de l'activité. Je le dis en ces termes pour simplifier au maximum. C'est un peu plus raffiné, un peu plus complexe. Mais pour autant, les médecins sont parfaitement libres de prendre en charge les patients qu'ils souhaitent,
comme ils le souhaitent. Le niveau de contrainte, il porte sur l'utilisation des moyens. Mais je ne peux pas laisser dire ce médecin qu'il n'a plus la liberté de soigner ses patients comme il le souhaite. Ce n'est pas vrai. Vous vouliez réagir, Jean-François Vinet, à ce que dit ce chef de service? Vous en avez évidemment dans votre hôpital. Vous êtes... Je vais contester ce qu'il a dit. Je vais redire ce que j'ai dit. Effectivement, jamais un directeur d'hôpital n'empêche un médecin de prescrire, même des traitements très coûteux. Je veux dire, une ampoule à 500 000 € pour sauver un enfant, et on ne nous demande même pas notre avis d'ailleurs. On le fait à l'hôpital public. Donc après, on a des questions d'arbitrage, et encore une fois, la question, c'est pas rentabilité avec un profit à distribuer à des actionnaires à la fin de l'année. La question, c'est d'être équilibré et d'être capable, effectivement, de porter aussi nos investissements pour améliorer nos conditions d'exercice, et puis, on va le dire aussi, rester à la pointe du progrès. Parce qu'on a parlé d'attractivité tout à l'heure, mais je vais le dire ici, des locaux agréables pour travailler aux urgences, c'est important, de la même manière qu'un hôpital qui est capable d'acheter un scanner ou un équipement d'angiographie de dernier cri, c'est important parce que les médecins hospitaliers qui sont là par vocation viennent aussi pour exercer dans les meilleures conditions possibles. Oui, mais alors quand le scanner est réservé pour des plages privées la moitié des journées, et que du coup, alors je parle des urgences, mais c'est pareil pour les examens des patients qui sont hospitalisés dans les étages, et que du coup, ils ne sont pas prioritaires par rapport aux plages privées, ça pose un problème aussi. Enfin, du coup, moi, je comprends qu'effectivement, on ait tous vocation à pas parler de rentabilité, etc., sauf que dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est le cas pour l'imagerie. On n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas du scanner H24 pour les patients de l'hôpital. Alors, je vais rebondir sur le terme de rentabilité, c'est important pour qu'on en parle. Si vous voulez, on cherche quand même à faire venir de l'argent à l'hôpital en réduisant le nombre de personnel, aussi bien médical que paramédical, et en mettant, on pourrait citer l'imagerie, mais il y en a plein des choses comme ça qui concernent la structure hospitalière publique et qui fait qu'effectivement, du coup, l'usager, le patient, à la fin, ne peut pas avoir accès à l'entièreté des choses parce que, voilà. Alors, comme nous sommes dans un monde d'argent, effectivement, en face du travail fourni par chacun des professionnels de santé, il y a une rémunération qui est en euros, en vrai argent. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé que l'activité de soins en établissement public de santé comme en établissement privé avait une certaine valeur. Et on nous alloue en fait des ressources en fonction de cette valeur décidée par les autorités. À nous de l'utiliser au mieux. C'est vrai. Sur un point, je vais être d'accord avec le reportage. Quand on nous demande un nouveau praticien dans une équipe, la question que les directions posent aujourd'hui, c'est très bien. Quel type de patient va-t-il être amené à prendre en charge? Quelle pathologie va-t-il pouvoir prendre en charge? Parce qu'en face du salaire de ce médecin et des personnels qui vont travailler avec lui, nous, on doit trouver des ressources tous les mois pour verser le salaire. Donc on a ce regard, mais ce n'est pas un regard de rentabilité. C'est un regard, pardon de le dire, d'efficacité. Oui, justement, c'est ce qui vous oppose avec Nancy. Nancy Tindre, vous dites aujourd'hui à 750 millions d'euros qui ont été mis sur la table. C'est évidemment pas à la hauteur de nos espérances. Vous considérez que la médecine ne doit pas avoir de coût, elle doit se départir de tout ça? Oui, je pense. La santé de la population, oui, à mon avis, elle ne devrait pas être réfléchie en des termes de rentabilité. Ça, c'est clair. Le fait que les gens soient bien soignés pour continuer à avoir une vie... c'est la santé de la population dont on parle. C'est la santé des individus. Donc oui, moi, j'espère qu'effectivement, on ne peut pas... Je trouve ça incompatible avec le fait de le monétiser, de le budgétiser, ou effectivement que ça soit rentable. On ne peut pas rentabiliser quelqu'un qui a un cancer. C'est pas possible. Donc vous voulez plus de moyens, plus effectifs, plus de lits, c'est ça? Oui. Jean-François Sibien, vous êtes d'accord avec ce que dit Nancy Tindre? Plus de moyens, qu'on soit bien au clair. Monsieur le directeur, l'augmentation salariale, le coût par an, l'ONDAM était à 4,5. D'accord ? On sait que c'est un objectif national qu'on a mis en place il y a une quinzaine d'années. On a vu des dérapages en 2007 où on était à 7,5 d'augmentation du budget. Et quand vous faites le calcul, ça s'appelle une suite arithmétique. Le budget aujourd'hui, qui est de 200 milliards d'euros, le budget de la santé, si on appliquait juste l'ONDAM, on a un budget qui est déjà amputé de 30 à 40 milliards par rapport à ce qu'il devait être. Donc il y a eu des choix qui ont été faits. La FHF, les directeurs d'hôpitaux, à un moment, on nous a expliqué que la Fédération hospitalière des hôpitaux nous a expliqué que la tarification à l'activité était quelque chose, il y avait un rationnel, on entend, sauf que vous, en tant que directeur d'hôpital, vous avez vu que, outre la tarification à l'activité, outre l'ONDAM qui a diminué vos crédits, il y avait une réserve prudentielle. C'est-à-dire qu'il y avait autre chose en plus qui venait se rajouter, c'est que l'ARS gardait une partie du budget qui, pendant un certain nombre d'années, n'a pas été allouée, puisque en 2014 et 2015,
les directeurs d'hôpitaux, excusez-moi, c'est mon point de vue, ont réussi... Il ne faut pas être trop technique, docteur Sibien. Non, mais j'explique très clairement à la population. Ouais. C'est que par rapport à l'objectif qui était fixé, qui était déjà à 2,5 au lieu de 4,5, les objectifs ont été plus qu'atteints puisqu'on a dépensé moins d'argent, les directions hospitalières ont dépensé moins d'argent que ce que les députés avaient voté dans le plan de financement. Donc, vous parlez donc de cette réserve prudentielle dont vous disposez, c'est une petite réserve que dont l'ARS dispose, vous le confirmez, Samuel Pratt-Marty ? Oui, mais ça n'est pas une réserve au sens d'une cagnotte, c'est une réserve au sens argent mis de côté pour couvrir d'éventuels dépassements de l'autre. Et donc effectivement, au cours de ces années, en substance, il y a eu des dépassements sur l'Ondam Soins de Ville et il y a eu une forme de solidarité entre l'Ondam établissement de santé et l'Ondam Soins de Ville. Mais l'année dernière, par exemple, cette réserve prudentielle a été restituée en totalité aux établissements de santé. Donc l'Ondam établissement de santé a été totalement respecté. C'est la seule année où, avec l'activité, puisque nous avons chaque année augmenté l'activité hospitalière, M. Vinet peut vous dire, c'est la première année où l'activité a augmenté et ses budgets ont augmenté. Parce qu'on est dans un système où plus vous produisez, moins les directeurs d'hôpitaux ont eu des finances de la Caisse primaire d'assurance maladie pour financer le personnel. Donc là aussi, il y a un paradigme qui n'était pas bon. Il y a eu des discussions entre nous. On pense que la T2A, on est arrivé au bout d'un système. Nous avons aidé nos collègues libéraux parce qu'ils ont dépassé leur budget. Mais le budget de l'hôpital a été amputé de plusieurs milliards. Et ces milliards, il va falloir que M. Macron, on parlait de plan Marshall tout à l'heure, mais c'est un plan Macron. Hein. Le système d'enveloppe, il est caduque aujourd'hui. D'accord ? On est là pour soigner les gens. Parce que là aussi, quand vous récupérez, on a parlé tout à l'heure de 500 000 € pour un enfant. Quand vous récupérez un arrêt cardiaque, on est un pays dans lequel une vie sauvée, quand vous discutez avec les collègues des assurances, c'est 4 ou 5 millions d'euros de gagner pour la société. Et ça y est pas dans la balance. On fait la balance à un instant T. On ne se projette pas. Et j'aimerais qu'on ait une vision globale. Ouais. C'est tout. Réaction, ce que dit le docteur Sibien, ça vous laisse... Moi, je tempère un tout petit peu parce que je considère quand même que le domaine de la santé depuis quelques années n'a pas été maltraité par rapport à d'autres. Nos budgets ont cru peu ou prou de 2 à 3% par an. Ce n'est pas le cas forcément de l'éducation nationale ou d'autres secteurs publics. Alors, donc, pour autant, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas nous donner plus. C'est-à-dire que si effectivement la collectivité nationale décide d'allouer plus à la santé, c'est avec plaisir qu'on le mettra en œuvre avec nos personnels soignants. Si les budgets ont augmenté, ils sont passés où ? Enfin, nous, on n'a pas vu c'est pas redescendu. Ça s'est pas matérialisé, en tout cas, par des augmentations d'effectifs. Dans l'établissement que je dirige, il y en a eu, et puis je ne suis pas le seul, je pense. Donc, presque tous les établissements, sauf quelques exceptions, ont vu leurs effectifs augmenter, oui. Et alors, on sent bien qu'il y a un petit décalage entre la perception que les personnels sur le terrain ont et ce que l'administration de la santé publique exprime. Alors justement, je voudrais vous adresser ce reportage, peut-être plus à vous, Samuel Pratt-Marty, ce qui illustre peut-être ce déséquilibre entre la perception de terrain et peut-être l'administration. C'est un reportage sur les hélicoptères, sur le service d'hélicoptères de l'Aquitaine. Ces hélicoptères ont été changés, je crois, il y a quelques mois. On reproche souvent à l'administration, et notamment à l'ARS, de ne pas avoir fait les bons choix. Regardez justement ce reportage au SAMU de Limoges. De nuit, l'appareil de Limoges se posait sur des stades éclairés avec un dispositif fixe, se posait sur des stades évidemment non éclairés, simplement balisés, il fallait qu'il y ait une équipe au sol, et il se posait sur les bords de route, dans les cours de ferme, à côté des cours de ferme, en fonction des accidents qui survenaient. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a pris les commandes pour réaliser des économies d'échelle. L'objectif initial est de faire progresser la qualité du service. Pour les 5 sites qui disposent d'appareils, elle choisit un prestataire unique, Babcock. Problème, les règles de vol de la nouvelle compagnie sont beaucoup plus strictes que les précédentes, la nuit ou en cas de mauvaise météo. À Limoges, le changement est radical. Vous imaginez que, par restriction dans le manuel d'exploitation, on va interdire à des pilotes de décoller dans une société, alors que d'autres, au même lieu, dans les mêmes conditions météorologiques, vont pouvoir voler, et que, surtout, des gens qui vont filmer la carte au trésor ou suivre le Tour de France vont pouvoir voler. Alors d'un côté, on ne va pas pouvoir secourir des gens, alors qu'il y a une détresse vitale, peut-être, c'est un caractère urgent. Et puis pendant ce temps-là, vous avez le pilote d'EDF qui suit les lignes électriques, le pilote qui fait de l'épandage aérien sur les champs, vous voyez.
Autre recul dénoncé par l'ancien pilote, un mauvais choix d'appareil. Selon la météo, il ne pourrait pas transférer de patients dans des hôpitaux parisiens sans s'arrêter en chemin pour faire le plein. Samuel Patte-Marty, là, vous avez vu ce reportage, vous l'avez regardé avec intérêt. On sent bien que là, il y a un déséquilibre entre ce que les personnels de terrain attendent et, au fond, la décision qui est prise dans les strates administratives. Je tiens à préciser que nous n'estimons pas que tout est parfait. Je préfère le dire. Il n'y a pas, me semble-t-il, de décalage. Le choix qui a été fait, il a été fait collectivement, avec l'ensemble des établissements. Nous avons fait le choix d'un prestataire qui nous paraissait répondre au cahier des charges que nous avions écrit tous ensemble et qui, effectivement, présentait des coûts d'exploitation qui étaient raisonnables. Pour autant, je reconnais qu'on a pu avoir quelques déconvenues sur certains points. L'indisponibilité d'un appareil à un moment donné, des règles d'exploitation, des règles de vol peut-être un peu trop drastiques de l'autre. Donc nous sommes en discussion avec le prestataire pour faire évoluer un certain nombre de points. Alors, il faut bien dire qu'on est quand même dans le contexte, on parlait des urgences, mais c'est un contexte global. Vous disiez, c'est l'illustration que parfois il y a une incompréhension entre le terrain et peut-être les administrations. Vous voulez vous faire part de ce sujet puisque nous l'avions. On a parlé beaucoup des urgences, de la médecine, évidemment de l'encombrement. Il nous reste 4 minutes. Vous nous avez dit à peu près les uns et les autres ce que vous pensiez de ce plan de la ministre. Vous considérez pour votre part, Nancy Tard, que les 750 millions sont largement insuffisants. Je voudrais simplement que vous nous disiez comment vous, qui êtes vraiment sur le terrain tous les jours, au quotidien de ces services, comment vous pensez qu'on en est arrivé là, dans une situation extrêmement urgente, si j'ose dire, d'encombrement. Qu'est-ce qui fait, au fond, qu'on est arrivé à une situation aussi critique ? C'est le cumul de l'augmentation du nombre de passages, donc dans lequel on peut inclure, si on veut, les gens qui n'ont rien à faire aux urgences, la fameuse bobologie. Les restrictions d'effectifs qui sont réelles. Personne ne peut nous dire qu'on n'a pas réduit les effectifs depuis 10 ans. En tout cas, au niveau des paramédicaux, je peux vous dire les chiffres. En 2010, on était une équipe de 50 infirmiers, on n'est plus que 40. Voilà, c'est basique. Il y a pas de... Voilà. Donc, on est moins nombreux pour s'occuper de plus de monde. Et il n'y a plus de lits pour s'occuper des gens qu'on doit hospitaliser. Voilà, c'est le combo des trois. Alors ça, c'est votre analyse, c'est bien. Votre analyse, Monsieur Vinet, sur la même question. Puisqu'il il y a 2 points que je voudrais souligner. C'est la modification du fonctionnement de la médecine de ville. Je crois que c'est un élément important, en fait, dans notre problématique actuelle des urgences. Et globalement, aujourd'hui, il y a moins de médecins généralistes qui acceptent de prendre des gardes à la campagne ou de prendre des gardes aussi en ville. Et donc, une partie de nos problèmes, c'est ça. Le plan de refondation, là, il prévoit de travailler entre la ville et l'hôpital pour faire en sorte que la médecine de ville accepte de collaborer avec nous pour effectivement améliorer la prise en charge. Le SAS, le service d'accès aux soins là, qui doit être mis en place, je crois que vous étiez d'accord, docteur, normalement devrait nous permettre d'améliorer les choses. Et puis le deuxième point que je veux souligner quand même, c'est cette question des lits où là on est en discussion aussi avec l'Agence régionale de santé. On considère, nous hospitaliers sur le terrain, qu'il faut nous laisser suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir lisser l'activité et être capable de supporter les pandémies hivernales quand elles arrivent. Et donc là, on a un vrai débat. Oui, docteur Sibien, pour clore aussi ce débat, vous y croyez d'abord à ce SAS ? Et puis, même question que Nancy, comment vous expliquez qu'on soit arrivé à une situation aussi critique ? Ce SAS, c'est le SAMU, j'espère. C'est un SAMU donc élargi avec la présence des libéraux H24 à nos côtés, puisqu'on est là pour travailler ensemble. Ville, hôpital, campagne. Il ne faut pas l'oublier, la campagne, parce qu'on a beaucoup de gens... Vous verrez qu'on veut imposer aux jeunes médecins d'aller à la campagne. C'est peut-être les vieux médecins qui iront travailler à la campagne. Mais il y a tout un tas de choses à mettre en place. Les urgences, c'est un lieu de passage obligé aujourd'hui. 30 secondes, parce qu'après Les urgences, c'est un lieu de passage obligé aujourd'hui, tout simplement parce que le système de santé s'est désagrégé au cours des 10 dernières années. C'est quand même la vitrine. C'est la vitrine de l'hôpital, mais c'est la vitrine de la santé. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de cette vitrine ? La ministre a proposé un budget de plus de 750 millions ou 760 millions. Il n'y en a pas assez, vous avez vu, mais parce qu'il va falloir aussi s'occuper du reste de l'hôpital, parce que les urgences, c'est pas les urgences et l'hôpital, c'est l'hôpital et les urgences, c'est les urgences avec la ville et la campagne. Et n'oublions pas ni le SAMU, ni les Héli-SMUR. Je pense qu'on est un pays très en retard au niveau des structures Héli-SMUR. Nous, dans le 47, avec nos collègues du 32, du 46, nous sommes dans un trou
Et nous mettons beaucoup de temps pour ramener les patients vers Samuel les hôpitaux. Pratt-Marty, il reste une minute. Votre analyse de cette situation critique? C'est à la fois une augmentation considérable de l'activité, et je rejoins les autres intervenants, au cours de ces 10, 15, 20 dernières années. Et puis c'est un problème d'organisation globale du système, avec une répartition de la charge déséquilibrée entre les services d'accueil des urgences et la médecine de ville. Et donc, pour vous, le plan... Et donc la nécessité de revoir cette organisation, ce qui est prévu dans le plan annoncé par la ministre. Bien, il me reste à vous remercier à tous les quatre. Merci de vos expertises, les uns et les autres. Vous aviez déjà été invités, je crois, au préalable, sauf vous, Monsieur Vinet, pour un premier débat avant que les mesures de la ministre ne soient données. Et non, c'est un sujet qui intéresse tous les Français. C'est un sujet important, c'est un sujet grave qui concerne notre santé. Et donc, c'est un sujet pour lequel nous aurons une grande attention. Vous êtes venus 2 fois, vous viendrez peut-être une 3e fois. En tous les cas, c'est un dossier qu'on va suivre et pour lequel on aura besoin de vous réinviter et d'entendre votre témoignage. Merci à tous les 4 et merci d'être fidèles à Noah et à ce Disputandum.